Donc bonjour à tous, je viens de vous présenter un autre versant donc, du travail réalisé dans le cadre des projets Jourdain. Il s'agit donc de présenter une base de données du journaliste de données, donc, qui se trouve actuellement sur le site projetjourdain.org. Et donc comme vous voulez voir, il y a un effet volontaire de mise en abîme, c'est à considérer à son tour le journaliste de données comme une donnée. Donc on a voulu cultiver un peu cette mise en abîme pour raison que vous allez voir. Alors d'abord, je dois vous présenter un peu mes données personnelles déjà. Je suis doctorant au CELSA, soit direction de l'Ivrona, et je travaille à ce qui est un peu la préhistoire du journaliste de données. C'est la rubrique boursière dans la presse depuis le 19e siècle chez nos jours. Et je suis également assez investi dans les mondes numériques. Je suis notamment administrateur sur Wikipédia, donc je m'intéresse aussi un peu à tout ce qui est nouveaux outils. Donc voilà pour me situer un peu. Alors, l'interrogation de départ, c'est la même que pour la présentation de Valérie et d'Hervé. Donc c'est comment finalement développer une perspective, une perspective de compréhension communicationnelle du journaliste de données. Sachant qu'en information et communication, on ne se limite pas à un seul angle d'attaque, l'idée c'est vraiment de comprendre les interactions humaines selon plusieurs niveaux d'analyse, aussi bien au niveau des outils, que du niveau de l'organisation sociale, que du niveau des représentations sémiotiques et des imaginaires. Donc il y a vraiment une idée un peu d'un conditionnement mutuel entre tous ces niveaux de mise en forme du réel et de sa structuration. Et l'idée c'est comment réussir à trouver un peu le point d'ancrage pour réussir à faire émerger ces différents niveaux qui structurent cette notion qu'on appelle le journaliste de données et d'en faire voir aussi bien ses aspects techniques, ses aspects sociaux et ses aspects sémiotiques d'incarnation visuelle et de représentation. Donc l'idée de base, alors, une possibilité, effectivement, c'est de passer par les formations de journalistes. L'autre idée que j'ai retenue aussi, qui est un peu une alternative, c'est d'analyser le journaliste de données avec et par les outils du journaliste de données. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une sorte de double articulation entre, d'une part, analyser le journaliste de données typiquement comme phénomène. Donc là, c'est une analyse un peu classique, donc de voir un peu comment il y a un phénomène qui se construit, qui émerge, qui peut être une nouvelle conception professionnelle ou juste un effet de mode. Et le journaliste de données comme processus, c'est-à-dire comme l'outil qui va me permettre d'étudier le phénomène. Donc on est vraiment à la fois de développer le journaliste de données à la fois comme, euh, comme phénomène et donc comme processus de construction de l'information. Donc il y a vraiment cette idée un peu double qui fonctionne assez bien en ce cas présent car le journaliste de données utilise finalement beaucoup d'outils et de méthodes qui sont couramment employés en sciences sociales. Donc il y a pas vraiment de... Ça pose pas un problème de disjonction par rapport à ce qu'on peut étudier de manière scientifique. Donc l'idée c'est vraiment donc de développer un peu cette double analyse. Donc d'où l'idée de mettre en place donc une base de données du journaliste de données qui vise donc à la fois à révéler, à renseigner un phénomène et en même temps à percevoir comment s'organise le journaliste de données. Donc on est vraiment sur toute perspective. Alors ici, bon, je cultive un peu la métaphore typiquement Jourdain, théâtrale, machin, tout ce qu'on veut. Euh, L'idée, donc bon, c'est d'abord brièvement de vous présenter un peu le théâtre où se représente finalement ce projet Jourdain, c'est-à-dire le cadre général du journaliste de données. Donc là, je vais y aller très brièvement parce qu'on est déjà bien revenu là-dessus ce matin. Et là. Ensuite, la question essentielle des coulisses. Donc là, je vais montrer comment j'ai construit cette base de données. Donc ça va vous montrer à la fois comment j'ai interrogé ce phénomène qui s'appelle data journalisme, mais en même temps, quel type d'outils et de pratiques finalement cela implique pour construire une base de données. Et aller partir du moment où je recueille de l'information au moment où j'arrive à la visualiser et à la publier. Donc là, tous les gestes qui sont impliqués là-dedans. Et là, je vais sortir un peu du diaporama pour vous montrer plutôt quelque chose d'un peu plus concret en voyant concrètement quelques-uns des gestes que ça implique. Et puis enfin, donc la mise en scène, c'est-à-dire donc la forme concrète que ça prend actuellement sur le site, que vous pouvez toujours consulter en ligne. Donc voilà un peu le programme de leur présentation. Alors, d'abord rapidement sur le journaliste de données. Donc d'abord l'idée, c'est que le journaliste de données, c'est pas neuf. Il y a toujours eu des données dans le journal. Dès l'apparition des premiers périodiques, on trouve des listes de données, des listes de choses, etc. Donc notamment des listes commerciales. Donc là, sur le côté, vous voyez ce qui est probablement, à mon avis, l'un des tout premiers hebdomadaires, qui a donc été publié en 1609 et qui est donc une liste de cours marchands. Donc c'est purement une liste de tables, de données, etc. Et ensuite, ce sont des formes qui perdurent dans la presse et on trouve régulièrement des tableaux dans la presse. Donc là, c'est vraiment une forme constituante de ce qui fait le journal, donc de publier des données. Ensuite, à partir du 19e siècle, on va se développer l'analyse statistique, et de manière très précoce dans la presse. Ça se fait en même temps se constitue la discipline statistique dans l'université. Et il y a eu des études intéressantes dans les pays anglo-saxons qui montrent que finalement les journaux ont joué un rôle très important à la constitution des études statistiques. Il y a eu toute une vogue de la présentation de l'information sous forme de tableaux, sous forme de graphiques pour la rendre plus facilement lisible, qui ont ensuite eu des effets qui ont ensuite conduit à l'avènement de représentations statistiques qui sont couramment employées dans l'université.
Il y a une étude notamment d'un Anglais qui s'appelle Timothy Algorn qui revient justement sur le fait que c'est dans The Economist qu'on trouve certaines représentations couramment employées pour figurer notamment une évolution dans le temps et ainsi de suite. Donc on a vraiment une co-construction qui fait donc que déjà au niveau de la statistique, ça se trouve déjà dans le journal. Troisième élément, donc c'est l'utilisation de l'ordinateur, et à nouveau c'est pas neuf. Dès l'apparition de l'ordinateur, vraiment très peu de temps après, on commence par l'utilisation de l'ordinateur pour automatiser les traitements de données pour des grands médias américains, dans ce qu'on appelle le Computer Assisted Journalism. Et donc, donc voilà l'ordinateur qui est utilisé par une chaîne de télévision américaine, je ne me rappelle plus du nom, mince, c'est pas grave. Donc c'était vraiment un tout premier ordinateur, au début des années 50, donc on est vraiment sur une vieille machine, mais bon, déjà à l'époque, on commençait déjà à avoir des interactions entre des développeurs, des journalistes, pour réussir à construire une information journalistique, à l'automatiser, à faire du scrapping, et donc des gens vont se mettre en place plein de choses. Donc le journaliste de données, ce n'est pas neuf, et en même temps, c'est quand même un peu neuf. Donc là, je vois un peu... Là, j'ai un peu repris finalement les discours que tiennent les journalistes de données sur ce qu'ils pensent être l'aspect nouveau de leur profession, enfin l'aspect nouveau de leur activité. Et là, je vois au moins trois éléments qui se détachent un peu. Donc, d'une part, c'est l'idée qu'il y a une nouvelle manière d'envisager la collaboration entre différents métiers, donc ce qui rejoint la discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Donc, sur l'idée notamment qu'il y a vraiment maintenant une sorte de symbiose, par exemple, entre les journalistes et les développeurs, avec l'idée que les journalistes se forment aux outils donc, de programmation, et inversement que les développeurs s'initient pleinement à l'écriture de l'actualité. Et là, ça rejoint par exemple l'anecdote qu'on avait sur les développeurs du Guardian qui avaient leur carte de presse. Et il y a eu notamment toute une série de formations qu'on a développées aux États-Unis pour initier les développeurs à poursuivre des cours accélérés à l'université, à avoir un double statut à la fois de développeur et de journaliste. Et le terme data journalism a été d'ailleurs inventé par une de ces personnes qui revendique au double profil, donc Adriano Lovati, qui est à la fois un développeur et un journaliste. Et là-dessus, on voit aussi se greffer d'autres métiers, notamment les chercheurs en sciences sociales et les statisticiens. Il y a un autre terme concurrent à la data journalisme qui s'appelle le computational journalism, et l'idée là, c'est vraiment de mettre l'accent sur la relation entre le journalisme et les sciences sociales, avec l'idée que le journalisme pourra devenir plus vrai s'il importait des méthodologies statistiques avancées en provenance vraiment de sciences sociales. Donc on a vraiment un peu une confluence de métiers qui s'organise là, avec l'idée qu'il faudra un peu des profils touche à tout un peu géniaux qui arriveraient à agencer ces différents savoirs. L'autre élément décisif, c'est la démocratisation des outils. Parce que là, je vous ai montré l'ordinateur employé dans les années 50 par quelques grands médias américains, mais c'était pas accessible à tout le monde, quoi. Là, pour le coup, c'était vraiment une grosse machine, ça coûtait cher, fallait réussir à l'employer. Or, aujourd'hui, avec un petit appareil comme celui-ci, je peux réussir à importer plein d'outils qui permettent de réaliser plein de choses. Il y a toujours la barrière de la compétence qui existe, mais du point de vue des dépenses financières, du point de vue de l'utilisation, etc., il y a vraiment une accessibilité accrue. Et ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans les discours des journalistes de données, c'est l'idée que depuis le début des années 2000, on commence à voir vraiment arriver massivement des outils élaborés, accessibles à tout le monde. Troisième élément qu'on retrouve, alors là pour le coup il y a un peu une ambiguïté. À la fois on retrouve encore l'idée un peu de la donnée brute, mais en même temps dans beaucoup de publications sur le data journalisme, notamment le Data Journalism Handbook, il y a cette idée qu'il faudra promouvoir un nouveau regard critique sur la donnée. Donc là, par exemple, c'est un extrait d'un militant de l'open data, donc Simon Chignard, qui revient justement sur l'idée qu'il faut en finir avec le mythe de la donnée brute. Donc c'est un peu un chemin qu'ont fait les militants de l'open data, en fait, parce qu'initialement, c'était un peu dans l'idée, c'est super, les données, c'est matériau brut, on peut faire plein de choses avec, et puis bon, après, on se rend compte que bon, c'est mesuré, ça pose des problèmes, etc. Il faut réussir à traduire ce qui correspond à ce que pensait une institution d'une institution à l'autre. Enfin, il y a vraiment plein d'usages à réussir à synthétiser. Et c'est la même chose pour la journaliste de données, et là on voit ça très clairement dans Data Journalism Handbook, il y a au contraire vraiment une très grande prudence par rapport à comment sont construites les données et comment est-ce qu'il faut les mettre en œuvre. Un discours qu'ont aussi retrouvé Sylvain Parisi, et Eric Dagiral dans leur étude sur les développeurs de Chicago, où ils montrent assez bien qu'ils axent une grande partie leur conception de l'état-journalisme sur l'idée qu'il faut concurrencer les institutions publiques et créer une nouvelle donnée. Données qui ne soient pas contrôlées par l'État, mais qui émanent librement des utilisateurs. Donc on a vraiment sur une vision un peu, une vision quand même de la donnée qui est pas vraiment naïve. Donc là c'était un peu une sorte de petite mise en perspective. Maintenant je vais rentrer un peu dans le dur de mon analyse, donc qui est la question des coulisses. Donc comment j'arrive à mettre en place une base de données du journaliste de données, avec donc toujours ce double objectif à la fois pour présenter le journalisme comme un processus et comme un phénomène à analyser. Donc dans un premier temps, je vais remettre une petite couche par-dessus sur la distinction entre données brutes et données construites. Donc là, j'ai pris deux petites métaphores. Donc une qui est souvent employée pour parler de données brutes, c'est l'atome. C'est-à-dire qu'on construit des Legos en fait à partir de données brutes et qu'elles existent de manière absolument unique, sûre, définitive. Et puis une autre métaphore que j'aime assez pour parler de la donnée, c'est la métaphore de la fusée.
C'est-à-dire l'idée qu'il y a plusieurs étages qui s'agencent et qui se construisent, et la construction de chaque étage nécessite une expertise spécifique, et que sans tous ces étages, la donnée, elle est inopérante. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas, elle n'arrivera pas à décoller. Donc c'est un peu la métaphore de la physique qui va être un peu le fil conducteur d'un peu de mon analyse de la construction de la donnée. Donc on commence avec la première phase, donc qui est la phase de recherche des données. Où est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on les recherche, par où on passe. Et là, on est déjà revenu ici, c'est la phase journalistique en fait. C'est vraiment, c'est monopolise toutes les ressources classiques du journalisme d'investigation. Donc savoir trouver les bonnes sources et aussi savoir les classer. Alors le problème, lorsqu'on applique cette méthodologie au journalisme de données, ça devient compliqué. Car il n'existe pas de critères définitifs de ce que c'est que le journalisme. Donc là... Donc voilà, il n'y a pas de diplôme de journalisme actuellement. On a pu voir que les formations c'est compliqué, que c'est pas définitif et que c'est pas un critère vraiment suffisant. Donc c'est compliqué de réussir à déterminer ce qui ressort du journalisme de données et ce qui ne ressort pas du journalisme de données. Donc pour ça, il faut passer par des analyses, faut passer un peu par des détours. Donc tous les réseaux en formation finalement autour de la journalisme, il y en a plusieurs. Un sur lequel j'ai beaucoup appuyé, qui est le Data Journalism Handbook, qui est un peu la référence principale sur le journalisme de données aujourd'hui, qui s'est élaboré de manière collaborative en plus au cours de l'année dernière, qui a été publié l'année dernière, qui a été publié en français, je crois qu'on doit avoir l'exemplaire français. Ah bah voilà, justement. Donc c'est ceci, traduction d'un original anglais avec des ajouts spécifiques du journalisme de données français. Et donc c'est un ouvrage collaboratif qui a été construit par plusieurs journalistes de données, et comme c'est un manuel, l'idée c'est quand même de formaliser des usages, de définir des bonnes pratiques, et donc de créer un peu une vulgate du journaliste de données. Donc on est vraiment à la construction dans la construction quand même de quelque chose d'un peu plus défini autour du journaliste de données. L'autre élément, c'est les réseaux, ce qu'on appelle souvent en sociologie les structures cosmopolites, c'est-à-dire que ça s'adresse indépendamment de toute organisation, toute entreprise, et qui vise vraiment à structurer une profession. Donc des réseaux qui commencent à voir structurer une éventuelle profession de data journalistique, qui est notamment ce réseau américain Axe Hackers, qui vise avant tout à mettre en contact des développeurs et des journalistes, et qui a créé sa section à Paris l'année dernière, et qui a organisé plusieurs réunions. Et ensuite, donc également aussi des organisations donc, locales, c'est-à-dire des structures locales, donc, comme des entreprises ou autres, donc, comme OVNI, qui a joué un rôle considérable, notamment en France, dans la création du journalisme de données, ça j'y reviendrai. Donc voilà un peu quelles sont les sources utilisables. Donc là, bon, là c'est une présentation du rôle que joue le Data Journalism Handbook. Des contacts data journalisme sur Google, on obtient donc ceci, plein de résultats du Data Journalism Handbook. Donc on est vraiment sur une ressource qui structure vraiment la notion et la manière dont elle commence un peu à se formaliser. Alors maintenant, le recueil des données. Donc là, j'ai vraiment schématisé. Donc il y a trois possibilités, en schématisant beaucoup. Hein. Donc, on va utiliser des données déjà formatées. Alors là, la question se pose pas trop parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment sur le data journalisme. Donc, comme on est sur quelque chose d'assez furtif, il n'y a pas vraiment quelque chose d'organisé. Apparemment, je ne vais pas les consulter, par exemple, Etalab, en me disant tiens, je veux un jeu de données sur le data journalisme. A priori, ça n'existe pas. Seconde solution, la plus utilisée, donc c'est le recueil purement manuel. C'est-à-dire, je trouve des ressources intéressantes et puis je les recopie tout bêtement dans un tableur. Donc là, c'est ce que j'ai fait le plus. Et puis enfin, c'est là où je vais revenir davantage, c'est le recueil automatisé ou le mystérieux scrapping. Donc là, c'est l'idée de faire intervenir un petit robot qui va travailler à ma place. Alors là, je vais vous sortir un peu le diaporama et vous montrer un petit exemple in vivo. Donc voilà, là, on est en plein dans la mise en abîme. Je m'intéresse au Data Journalism Handbook. Et là, ce que je veux récupérer, ce sont les titres. Pour ça, je vais récupérer les titres et leurs liens de manière à commencer à faire un peu une petite table où il y aura à la fois les titres, les auteurs, etc. Et pourquoi pas ce qu'ils ont dit, et ainsi de suite, de manière à commencer à créer un petit jeu de données là-dessus. Ce que je fais d'abord, c'est que je repère l'endroit où ça se trouve. Donc là, il y a les outils de développeur qui me permettent de trouver exactement là où se trouve le titre, de manière à les récupérer automatiquement et à demander à un petit robot de le faire au lieu de me taper systématiquement. Il a au moins une cinquantaine de titres à aller faire systématiquement à la main. Donc je fais ceci. Et maintenant, je pars donc. Titi, il faut que je parte là-dedans. C'est le temps. Donc voilà, j'obtiens. Donc moi je travaillais à partir de ce qu'on appelle une bibliothèque dans le langage informaticien. Donc c'est une série de fonctions qui ont été déjà pré-créées par des informaticiens de manière à éviter de repartir de zéro à chaque fois pour créer des fonctions de scrapping. Ce fait que là j'ai un code extrêmement court en fait parce que toutes les fonctions essentielles se trouvent déjà ailleurs, dans une bibliothèque à part qui s'appelle Beautiful Soup, et qui permet donc de récupérer automatiquement tout ce qui m'intéresse dans le code. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est insérer les bonnes balises URL et me dire pour chaque tube, bah voilà, bonhomme, tu m'as récupéré ça, tu me récupères le contenu, donc la string qui veut dire texte en anglais, et le lien URL. Alors maintenant, on va demander à que ça fonctionne. On fait une petite requête.
Alors normalement, je pourrais récupérer tout ça directement dans un tableur plutôt que d'avoir un peu toute la liste qui va s'étaler, mais je voulais justement bien montrer tous les gestes en fait, systématiquement, plutôt que de tout automatiser. Donc voilà, donc là j'ai cette longue liste avec plein de choses. Il m'a tout récupéré rapidement, il est gentil. Et ensuite, maintenant, on va le mettre dans un autre petit texte de manière à pouvoir l'ouvrir dans un tableur. Bon, le problème c'est bon, ça y est déjà. Attends, j'ai fait tout comme c'est comme mieux. Yep. Yep. Voilà, donc on l'a là, je sauvegarde. Et maintenant, je vais pouvoir rouvrir ça dans un tableur. Et voilà, donc on a réussi à récupérer tous les titres, tous les liens à chaque fois, et donc ça nous économise du temps et ça nous évite de prendre la tête. Voilà. Et après, je peux commencer à récupérer pour agréger le nom des auteurs. Alors là, c'est plus compliqué parce que malheureusement, c'est moins bien rangé dans les liens URL, donc enfin, dans le lien HTML, la manière dont le bouquin est organisé, ce qui fait que bon, là, pour le coup, je vais comme obligé de passer à la main. Mais on a un peu dans l'organisation, un peu de passage sans cesse de ce qui peut être automatisé et de ce que je suis obligé de faire moi-même, en fait. Donc on a vraiment un peu cette manière-ci qui est construite. Donc maintenant, je repars dans la suite de la présentation. Alors maintenant, le classement des données, c'est une autre complication. On commence à avoir plein de jeux de données, ça part dans tous les sens. Et là, l'idée, c'est comment réussir à pas ranger tout ça. Et là, c'est pas simple. Le problème qui se pose, alors là, ça fait à nouveau intervenir un tout autre mode de pensée, quand on n'est pas simplement dans la récupération de données, mais on est vraiment dans ce qui est vraiment la fonction d'un développeur, en fait, qui est vraiment d'organiser l'information, de la structurer de manière qu'on puisse la récupérer rapidement. Donc créer une architecture, en fait, un rangement. C'est un peu comme les rangements dans la bureaucratie, donc c'est-à-dire qu'on a plein de tiroirs, etc. Il faut réussir à tirer le bon tiroir pour récupérer l'information désirée. Alors là, le problème, c'est que le journalisme, c'est un phénomène complexe, un phénomène humain, tout bêtement. Donc on a des relations complexes entre différents objets et différents items. Et là, notamment, l'exemple type, c'est ce qu'on appelle une many-to-many relationships. C'est-à-dire le fait que une organisation peut employer plusieurs data journalistes. Inversement, un data journaliste peut être membre ou avoir été membre de plusieurs organisations. Donc on a vraiment ce qu'on appelle une relation plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire qu'une personne peut être à plusieurs endroits et plusieurs organisations peuvent employer plusieurs personnes. Donc on est vraiment sur ce croisement-là. C'est la raison pour laquelle on développe, on passe outre le tableur vers une architecture plus élaborée qui est celle de la base de données, en fait. Enfin, la base de données relationnelle. C'est-à-dire qu'on a une architecture qui passe à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on a la première dimension qui est celle de la liste. Donc là, je reprends un peu une catégorie qui est développée par Jacques Goudy, en fait. Donc c'est assez classique en information et communication. Donc on a la première dimension qui est celle de la liste. Seconde dimension qui est celle du tableur. Et la troisième dimension qui serait celle de la base de données qui arrive à relier directement les items qui se trouvent dans différentes tables. Donc c'est vraiment comme ça que c'est organisé une base de données, c'est-à-dire qu'on peut réussir à allier des items qui n'appartiennent pas à la même table, et donc réussir à récupérer l'information rapidement et à la mettre rapidement en rapport. Donc voilà typiquement comment on s'y prend pour lier des tables au sein d'une base de données. Donc je fais les choses assez rapidement parce que c'est quand même avancer un peu. Donc voilà, donc là c'est un petit code qu'on développe où on demande en fait, à chaque fois c'est un peu une commande en fait, l'informatique. C'est-à-dire que c'est un peu comme un serveur où on commande, on dit tiens tu veux me livrer ça, tu me les livres, c'est très bien. Donc voilà, donc là je demande ceci, je demande que tu me colles 2 tables et tu me le colles sur l'intitulé du nom institution. Ça fait qu'à chaque fois je peux réussir à coller à la fois le nom de la personne et ses caractéristiques et puis le nom de l'institution et ses caractéristiques. Ce qui m'aide d'éviter d'avoir 100 000 tableurs à jongler l'un à l'autre, etc. C'est plus rapide et c'est mieux organisé. Donc voilà, donc là c'est un peu tout ce que je voulais dire sur la phase de compilation. Ensuite, la question de l'analyse de la donnée, alors là qui est encore une autre question qui nécessiterait des heures et des heures, mais là pour le coup je vais aller assez rapidement. Donc c'est la question de la pensée statistique, donc tous les problèmes qui se posent pour développer une culture statistique. À la fois question, donc à la fois de question d'utilisation d'outils mathématiques pour réussir à traiter des vastes jeux de données sans avoir à tous les considérer au sein de sans avoir à se prendre la tête, c'est-à-dire donc avoir vraiment des outils d'algorithmes qui permettent de trier pour nous. Et aussi la question aussi donc de préceptes méthodologiques propres à la statistique notamment. Donc on a déjà revenu sur la distinction entre corrélation et causalité ce matin. C'est typiquement le genre d'écueil à éviter finalement et qui nous permettent finalement d'éviter de surinterpréter un élément qui paraît détaché. Alors ici je suis uniquement sur des petits jeux de données. Le plus gros il fait environ 80 items, donc c'est vraiment du very small data si on peut dire. Donc la question des outils statistiques, elle se pose pas autant que ça pourrait se poser pour des jeux de données assez développés où on est sur des milliers de lignes. Mais bon, c'est un élément supplémentaire de la fusée, si je puis dire. Avant-dernièrement, la visualisation. Donc, pourquoi faire une visualisation? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on en parle beaucoup, il y a un peu un effet de mode, mais à quoi ça sert au fond? Alors là, on a eu un séminaire très intéressant de Anne-Marie Bayer-Gélin dans le cadre du projet Jourdain, et qui revenait assez bien sur les 2 principales fonctions de la visualisation.
C'est d'abord un outil pour représenter simplement les résultats obtenus et faire en sorte qu'ils puissent circuler facilement au sein d'une communauté. Ça peut être une communauté de chercheurs, ça peut aussi être une communauté ça peut aussi être au grand public. Donc l'idée c'est vraiment de simplifier les choses de manière à produire une vision assez facile à comprendre. Donc là c'est le principe de l'infographie. Ça sert aussi, et là c'est plus intéressant, mais ça on en parle un peu moins, c'est la fonction biotique de la visualisation. C'est-à-dire le fait qu'une visualisation, l'avantage, c'est un peu comme quand on met sur papier en fait toutes les idées qu'on peut avoir, et d'un seul coup le fait de la projeter, le fait de projeter les informations, les résultats qu'on a obtenus, ça nous permet d'obtenir de nouvelles informations finalement et de percevoir une nouvelle cohérence en laquelle on était passé à côté. Il y a une corrélation très très nette en fait sur d'une part leur capacité à être utilisée simplement, c'est donc à y pas y passer trop de temps, et donc à simplement ça va de passer là-bas, de passer une série de données dans un truc et puis qu'il les sort tout fait à la fin, ou ça va de configurer le truc de long en large et d'y passer des heures. Et là, il y a une corrélation très nette entre d'une part la simplicité d'usage et la flexibilité de l'outil. C'est-à-dire plus on est sur des outils simples, faciles à utiliser, plus l'interactivité de visualisation ça va être formatée. C'est-à-dire plus on va rentrer dans des séries de visualisation assez précises et structurées. J'ai juste une question. Là, est-ce que c'est la série d'outils Oui. qui est utile? Oui. D'accord. Voilà, tout à fait. Toutes les médiations. Oui, là, tout à fait. Donc là, c'est tous les outils que j'ai à un moment utilisés, que j'ai expérimenté. Alors, je ne les ai pas tous, pareil, j'en ai pas tous pareillement senti le besoin, mais c'est tous ceux que j'ai pu expérimenter. Et donc, bon, là, c'est un classement évidemment un peu subjectif sur certains points, parce que bon, on pourrait contester le fait de faire passer tel élément avant tel autre. Mais bon, qui va de plus de simplicité en haut à plus de flexibilité en bas. Et bon, on voit assez nettement la corrélation sur plus un outil est simple, moins il est flexible et moins on peut en faire de choses. Et inversement, plus un outil est compliqué, plus on peut développer plus on peut aboutir exactement à ce qu'on veut. Donc ça va donc de l'application d'IBM, Many Eyes, qui a très simple d'utilisation, il n'y a qu'à copier-coller un jeu de données, à un outil très élaboré comme D3JS qui permet vraiment de programmer de A à Z exactement ce qu'on veut et il n'y a aucune limite à l'imagination, enfin au résultat auquel on veut aboutir. Donc là, j'ai pris l'exemple en fait d'une visualisation plutôt complexe, donc qui est réalisée à partir d'une bibliothèque JavaScript qui s'appelle Infovis, justement pour mieux vous montrer les coulisses de comment se passe une visualisation. Parce que lorsqu'on est sur un outil simple, en fait, il se passe exactement la même chose, sauf qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que c'est pris en charge automatiquement par l'outil, on ne voit pas tous les fichiers internes, etc. C'est caché, il y a qu'à cliquer sur un bouton. Là, au contraire, j'ai préféré prendre un truc complexe, de manière à qu'on puisse bien voir quels sont les différents éléments qui sont impliqués. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours une polyphonie énonciative. Il y a toujours plusieurs documents qui sont impliqués dans la création de la visualisation. Donc là, bon, on trouve typiquement le formatage CSS, HTML, là, c'est pour la publication sur le web. On trouve également aussi donc, nos données qui sont sous un nouveau format, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on passe dans autre chose, il faut changer le format et passer à un nouveau format, s'il faut toujours des problèmes de compatibilité des fois. Et on a aussi donc, la bibliothèque, donc là, ce que j'avais déjà indiqué précédemment, donc c'est là où on trouve toutes les fonctions de base, c'est a priori le quoi on ne va pas trop traîner, mais sauf si on est vraiment un geek averti. Et puis enfin, la propre configuration que je peux développer. Donc on a vraiment 5 éléments. Ça crée un peu une polyphonie énonciative, à la fois en termes de nombre de documents, mais aussi en termes de nombre de personnes qui parlent. Parce que la bibliothèque, elle n'a pas été conçue par moi, elle a été conçue par d'autres personnes. Elle fait même référence à d'autres bibliothèques qui ont été conçues encore par d'autres personnes. Donc on a vraiment un peu une série de discours imbriqués, avec vraiment une polyphonie énonciative, presque un palimpseste dans le code finalement, où chaque fonction contient une fonction, qui contient une fonction, qui contient une fonction, ce qui fait qu'on a toujours un peu cette construction un peu circulaire. Alors maintenant, je passe à la visualisation stricto sensu, qui se trouve là-dedans. Donc là, vous pouvez à nouveau voir tous les documents, donc c'est les mêmes en fait, que je vous ai mis en avant. Donc là, c'est tous les documents qui sont nécessaires pour créer ma visualisation. Et voici un petit résultat. Donc l'idée, c'était de représenter les liens professionnels entre les différents data journalistes français. Et par lien professionnel, j'entendais le fait d'avoir un temps travaillé au même endroit en tant que data journaliste au même moment. Donc voilà ce à quoi on obtient. Donc c'est l'idée d'une représentation en réseau, qui est l'avantage d'être assez mobile en fait, donc on peut manipuler tout ça. Et là où ça intéresse, alors ça représente actuellement où est-ce qu'ils sont employés, etc. Et puis là on voit un peu une sorte de grand fantôme, c'est-à-dire le point central où il y a le plus de nœuds et le plus de réseaux, bah, c'est la trace d'OVNI en fait. C'est-à-dire le point où c'est-à-dire le fait que toutes ces personnes-là ont collaboré au sein d'OVNI et sont ensuite dispersées dans plusieurs médias, ou des fois pour créer de nouvelles organisations, pour s'intégrer dans des acteurs historiques, comme par exemple Le Monde.
Donc on a vraiment un peu cet éclatement et c'est une bonne manière finalement de voir que il y a eu donc OVNI et que OVNI a joué un rôle central finalement dans la structuration de la profession, enfin l'activité de data journaliste en France finalement. Ça permet de voir ça assez concrètement, de voir que ça a vraiment pesé sur les liens professionnels qui sont les plus touffus à l'endroit où se trouvait OVNI. L'autre élément intéressant, par exemple, c'est de remarquer qu'il y a beaucoup d'indépendants parmi les data journalistes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas affiliés à une organisation précise, mais qui travaillent à plusieurs projets, qui naviguent d'un projet à l'autre, etc. Donc on a vraiment cette idée quand même de data journaliste qui ne s'affilie pas forcément définitivement à un acteur historique, mais qui revendique un peu une sorte de maniabilité. Et puis l'autre élément intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui jouent un rôle important là-dedans, qui ne sont pas stricto sensu dans le journalisme. Donc là, par exemple, il y a par exemple Journalism Plus de Nicolas Kaiserbrink qui a quand même un petit pied dans le monde associatif. Ask Media, donc, qui est notamment Marie Coussin, qui est une ancienne d'OVNI, et qui est plutôt orientée vers une agence d'infographie. Donc on est vraiment un peu sur des milieux qui sont quand même à la marge du journalisme. C'est-à-dire qu'il y a une demande sociale pour ce type de production. Après, est-ce que ça se passe forcément au sein du journalisme? C'est pas forcément la question, quoi, en fait. Voilà. Et puis donc, il y a aussi des gens qui officient un peu de manière relativement indépendante, comme par exemple Abiatechi, que nous avons mentionné ce matin, et qui donc ça relève un peu finalement l'aspect des trajectoires humaines finalement qui reste un peu irréductible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui d'un seul coup s'intéressent à ça, qui ont envie de se former à ça, qui s'intéressent à ça, et bon, ça se fait pas forcément par une série d'affiliations de réseaux. Donc voilà, je peux ensuite reprendre ma petite... Donc ça on a déjà vu. Donc dernière phase de la fusée, c'est la publication. Et là on n'a pas encore fini parce qu'il y a encore des problèmes qui se posent, mais je ne vais pas encore rentrer dans le détail parce que ça rejoint déjà un peu la partie suivante sur la mise en scène de la base de données. Alors, il y a deux problèmes qui se posent. D'une part, il faut à nouveau changer le format pour changer. C'est-à-dire que tous les formats ne sont pas lisibles sur le site, notamment les formats en SQL qui passent assez mal directement sur un site. Il faut créer une toute nouvelle architecture pensée pour une base de données consultable. Donc, il faut repasser de nouveau par des formats CSV qui ont ensuite réinscrit dans le site dans un autre type de format. Enfin, donc, à nouveau, à chaque fois, on rajoute une nouvelle couche de possibilité de transformation et possibilité aussi de mutation de cette information. L'autre élément, c'est simplement le fait qu'on change complètement de contexte. C'est-à-dire, par exemple, la visualisation que je vous ai montré tout à l'heure, là, je vais la remettre à nouveau dans le site. Il y a des choses qui ne sont pas forcément passées parce que la taille ne collait pas. Ça fait par exemple, les jaunes, je l'ai mis en dessous parce que ça ne collait pas autrement. Donc, à nouveau, à chaque fois, on est plus de fois dans la configuration. Maintenant, je vais donc passer à la scène. Donc là, c'est une présentation du site. Et là, en fait, c'est plus simple de quitter carrément le diaporama pour vous montrer concrètement à quoi ressemble le site. Donc voilà à quoi ressemble actuellement le site. Donc, au premier abord, c'est d'abord un projet de recherche assez typique, donc, qui contient avant tout donc, les ressources que nous avons pu accumuler au cours du projet de recherche, donc notamment les textes des séminaires, qui permet aussi d'avoir fait le point sur les différentes publications qui ont été faites sur le data journalisme, et aussi les travaux de recherche qui ont été menés par les membres du projet. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un projet de recherche assez typique. L'élément qui se rajoute par-dessus, donc c'est la question des jeux de données, donc qui se trouve sur le côté. Donc je les ai mis un peu à part, un peu volontairement justement, comme c'est quand même un autre type de publication par rapport à celle qui domine dans le site. Donc voilà, donc l'idée c'était de publier des jeux de données. Essentiellement, déjà parce que comme je l'ai dit, ce sont des rangements de commodes qui permettent de classer rapidement l'information, de la retrouver facilement, et puis aussi donc ça permet de expliciter tous les gestes de la création de données et de bases de données. Donc, alors, on a donc plusieurs. Donc, par exemple, ici, j'ai la liste de tous les membres du contributeur du Data Journalism Handbook. Pour les réinscrire dans le site à nouveau, comme j'ai dit, ça a posé des problèmes. J'ai fini par adopter un petit outil qui s'appelle TablePress, qui est développé pour WordPress, et qui donc permet donc de faire du crowdsourcing, c'est-à-dire donc de pouvoir, dès que quelqu'un est inscrit sur le site, de pouvoir ajouter des éléments qu'il pense rajouter, notamment s'il y a des trous comme celui-ci. Et ça permet également aussi de faire des requêtes, comme par exemple, je vais prendre par exemple ici, tiens, par exemple ici on a une série d'événements qui ont été notés importants pour la structuration de la profession, on pourra récupérer tous ceux qu'on a répertoriés où est intervenu Nicolas Kaiserbril. Dernier élément, alors là, qui est vraiment qui essaye un peu de synthétiser tout ça. Donc l'idée c'est de développer un peu des analyses de nouveaux genres, donc qui vise à croiser à la fois donc les données, enfin des analyses typiques, donc des analyses scientifiques normales si j'ai envie de dire, des jeux de données et des visualisations de données. Donc là par exemple c'est un truc que j'ai développé pour le Data Journalism Handbook.
Donc l'idée c'est de voir un peu récupérer un peu des informations sur les gens qui l'ont écrit. Donc là je remets à nouveau le jeu de données que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et puis je développe aussi des petites choses comme par exemple une visualisation cartographique pour savoir d'où viennent les gens, ce qui permet de faire un peu des intéressantes analyses sur le fait que notamment c'est essentiellement un projet notamment anglo-saxon et européen. Et à chaque fois on peut récupérer des informations sur les gens qui ont cette nationalité. Sachant que pour les gens qui ont une double nationalité, je les ai comptés 2 fois pour éviter les soucis. On voit que c'est complexe systématiquement pour classer les gens, les ranger, etc. Et que c'est toujours préférable d'adopter la solution la plus souple. Autre exemple, alors également l'idée c'était aussi de décortiquer un peu tous les outils et montrer dans quelle mesure ils influaient sur la manière d'écrire l'information journalistique. Et là je me suis intéressé à une modélisation qui s'appelle iCharts, qui repose à nouveau sur une bibliothèque JavaScript, donc à nouveau c'est du code en dur, mais pour le coup, mais ça influe quand même fortement sur la manière de représenter l'information. Donc là, c'est le cas d'iCharts, donc j'ai mis des exemples. À chaque fois, c'est structuré avec un code extrêmement bref, parce que bon, toute l'information décisive sur la manière dont l'outil est organisé est mise à part dans une bibliothèque qu'a priori on n'est pas vraiment censé consulter. Donc on est quand même sur un effet de formalisation assez fort. Et l'idée c'est de mettre en perspective l'utilisation d'iCharts avec ses reprises dans différents médias. Donc par exemple ici on retrouve typiquement le même type de camembert chez OVNI, ou le même type de graphe qui permet de récupérer des informations chez Street Press, ouais, c'est ça. Donc on voit finalement les pouvoirs de formalisation des outils. Et donc enfin dernièrement, alors un dernier exemple, donc là c'est un article qui n'est pas encore publié, mais qui est actuellement en cours d'écriture, a aidé, donc c'était notamment de faire une analyse un peu sur un des journalistes français, et c'est là-dessus que j'ai remis notamment mon petit réseau, qui peut donc se réinscrire ici, et comme vous pouvez voir, donc, comme je vous l'ai dit, la légende se trouve en bas. Donc voici un peu tout ce que j'avais à présenter sur le site. Et maintenant, je vais passer directement l'épilogue, ça c'est pas nécessaire. Donc, il y a plusieurs points il y a au moins 2 points qui me semblent intéressants. Le premier, c'est qu'on voit très nettement que construire des données, c'est très complexe. C'est-à-dire que ça implique quantité de gestes, d'outils, de pratiques, de connaissances et d'expertise. Et que ça pose donc le problème de savoir si quelqu'un peut faire ça seul, sachant qu'en plus l'écriture de l'information nécessite quand même des contraintes temporelles fortes. Il faut quand même réussir à produire rapidement quelque chose. Et en même temps, donc réussir à avoir une expertise suffisante pour manier à peu près toutes les étapes. Et là, je vois que c'est un peu une des grandes difficultés du data journalisme, c'est-à-dire donc de réussir à formaliser toutes les étapes. Donc l'autre alternative, c'est de penser data journaliste avant tout comme un chef d'orchestre, c'est l'idée qu'on a déjà pu émettre. L'idée donc, il sait un peu de choses sur tout, donc c'est-à-dire il a une polyvalence, une capacité de compréhension par rapport aux différentes étapes, mais qu'en même temps, il n'est pas non plus capable d'aller vraiment au fond des choses à chaque fois. L'autre élément qui me paraît également sortir, c'est le risque finalement de déléguer la création de contenu à des outils très, très automatisés finalement. C'est donc notamment des visualisations qui prennent tout en charge et qui donc vous passez directement, donc je vais te donner que vous trouvez sur internet, à la visualisation sans passer par un intermédiaire, sans réfléchir directement à ce qui vous intéresse, ni à faire dégager l'information, ni surtout à trouver une cohérence entre la visualisation et l'information qu'on veut mettre en avant, ce qui est quand même un élément décisif. C'est-à-dire que, résultat, il y a l'architecte qui est externalisé, qui passe par une autre organisation, donc qui prend finalement parole à la place du journaliste. Et donc il y a quand même un enjeu de pouvoir qui se pose là, de présenter l'information de manière logique, entre d'une part l'information qu'on veut présenter et sa formalisation visuelle. Donc là, il y a vraiment un vrai enjeu qui se pose. Je pense à peu près tout. Ok.